cette édition, nous irons au palais présidentiel où le chef de l'État a eu des entretiens. Il a reçu le président d'Afreximbank, le vice-président d'une compagnie américaine et enfin le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. C'est parti pour la deuxième édition du marché de l'audiovisuel Discorp Africa à Abidjan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donné le top départ des activités aujourd'hui. Le thème retenu, la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, de nouveau devant les juges, l'épouse de l'ancien président ivoirien, a comparu aujourd'hui aux assises à Abidjan pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'association libanaise de bienfaisance El Zahra vient de bénéficier de l'appui de la première dame Dominique Ouattara. Elle a offert plusieurs millions de francs CFA pour soutenir les activités de la dite association. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Commençons tout de suite par le palais présidentiel, où le chef de l'État a eu des entretiens. Il a reçu le président d'Afreximbank, le vice-président d'une compagnie américaine et enfin le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Avec le président du Parlement burkinabé, il a été question du renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président Ouattara a annoncé la reprise de la préparation du sommet du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, plus que jamais déterminés à relancer leur coopération sous la base du traité d'amitié de 2008. C'est dans cette optique qu'une délégation burkinabé conduite par le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a rencontré le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi. Pour le chef de l'État ivoirien, cette rencontre va dans le sens du renforcement des liens séculaires et exemplaires entre les deux pays. Nous avons eu un entretien bien fourni de confiance, de renforcement des relations entre nos deux pays, entre nos institutions et surtout que tout le monde le sait, les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des relations séculaires, des relations anciennes et les deux pays ont en perspective de nombreux projets ensemble et nous sommes convenus avec le message du président Roch Kaboré que nous allons reprendre bientôt la préparation du sommet pour le traité d'amitié qui devrait avoir lieu à Yamoussoukro en fin juillet cette année. Quant au président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, il dit avoir échangé avec le président Alassane Ouattara en tant qu'émissaire du président burkinabé auprès de son aîné qui n'a de cesse d'œuvrer pour la paix et le développement de la sous-région. Ce message, c'est relancer rapidement la coopération entre nos deux pays sur la base du traité d'amitié et de coopération. Le deuxième aspect du message dont nous étions porteurs était de venir remercier le président de la Côte d'Ivoire pour sa contribution à la paix au Burkina Faso d'une manière particulière et dans la sous-région d'une manière générale. Et nous nous sommes félicités du travail accompli en Côte d'Ivoire par le président de la République pour la relance économique de ce pays post-conflit. Nous nous sommes permis de lui demander de nous appuyer pour la relance de l'économie au Burkina Faso suite à notre récente histoire émaillée de difficultés économiques de tous ordres. Comme il l'a fait avec la délégation du Burkina Faso, le président de la République de Côte d'Ivoire s'est également entretenu avec le président de Afreximbank. Selon le patron de cet établissement bancaire, il s'agit de réitérer l'engagement de sa structure à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Nous entendons participer au développement des parcs industriels au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus également avec notre partenaire Export Trading Group qui a une expertise dans la production et la transformation de l'anacade. Et nous entendons apporter tous les concours nécessaires pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs.
Une autre personnalité reçue par le président de la République ce mardi, toujours dans le cadre du développement de la Côte d'Ivoire, le vice-président de Anna Darko, venu faire le point de ses activités sur le sol ivoirien. Nous avons informé Son Excellence de l'avancement de nos travaux d'exploration et aussi sur nos travaux d'évaluation de notre gisement en cours. Nous travaillons à l'évaluation d'un gisement appelé PAN et lorsque nous terminons ces travaux, nous passons à nos 2 blocs voisins et nous poursuivons l'exploration avec des forages d'exploration sur ces 2 blocs. Anna Darko est une compagnie américaine exerçant dans les hydrocarbures. Ce pétrogazier américain s'occupe des travaux de forage de 4 blocs, à savoir CI 103, CI 527, CI 528 et CI 529, le tout pour un investissement de plus de 180 millions de dollars. Voilà, je vous livre le communiqué qui nous est parvenu à l'instant même de la présidence de la République. Dans le cadre du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 31 mai 2016 à la mise en place d'un comité d'experts. Ce comité d'experts composé de spécialistes du droit est chargé de lui faire des propositions dans un délai d'1 mois. Il comprend M. Ouraga Obou Boniface, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, président du comité d'experts. M. Aka Joseph, docteur en droit public. M. Sissé Ibrahim Bakongo, docteur en droit privé, conseiller spécial à la présidence de la République, chargé des affaires juridiques et institutionnelles, commissaire du président de la République. M. Diomandé Aboubakar Sidiki, docteur en droit public. M. Kambile Sansan, magistrat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, commissaire du président de la République. M. Kobo Pierre Claver, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques. Mme Kofi Anik, docteur en droit public. Mme Kone Assata, épouse Silué, docteur en droit privé. M. Meleg Guedro, professeur agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques. Enfin, Mme Tano Yolande, professeur agrégé de droit privé. Dans l'intervalle, le chef de l'État entreprendra une série de consultations avec l'opposition politique, la Chambre des rois et chefs traditionnels, les chefs religieux et les représentants de la société civile pour recueillir leurs contributions. Les résultats de ces consultations seront transmis au comité d'experts en vue de proposer au président de la République un texte à soumettre à référendum pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Nous allons maintenant écouter le président du comité d'experts, professeur Ouraga Obou Boniface. Je voudrais personnellement remercier Monsieur le Président de la République pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la présidence de ce groupe d'experts chargés de doter la Côte d'Ivoire d'un avant-projet de constitution. Je voudrais aussi surtout remercier Monsieur le Président pour l'honneur qu'il nous fait, tous membres de ce comité, afin que nous puissions lui faire des propositions. C'est vrai, la Constitution, c'est une œuvre politique, c'est une œuvre délicate, nécessairement, comme il nous a bien instruit, elle doit prendre en compte 3 temps, le passé, le présent et le futur, pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec une constitution plus consensuelle, une constitution que les Ivoiriens peuvent magnifier parce qu'ils s'y reconnaissent. Voilà, vous venez d'écouter professeur Ouraga Obou Boniface, président donc, du comité d'experts mis en place aujourd'hui, 31 mai 2016. Le président ghanéen John Dramani Mahama arrive demain en Côte d'Ivoire pour une visite officielle de 2 jours. Il est invité par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, avec qui il aura un tête-à-tête. L'axe Abidjan-Accra se renforce ainsi avec ce voyage en terre ivoirienne du président ghanéen. La Côte d'Ivoire et le Ghana entretiennent des relations depuis de nombreuses années. Mais quel bilan dressé aujourd'hui? Réponse avec Mahamadou Traoré et Abiba Dambélé Saoui. Hospitalité et solidarité, 2 notions qui caractérisent le voisinage ivoiro-ghanéen.
Qu'ils soient d'un côté de la frontière comme de l'autre, les ressortissants des deux pays se sentent chez eux. Si elle est historique, cette relation fraternelle a été officialisée diplomatiquement le 15 mars 1961 par les présidents Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et Kwame Nkrumah du Ghana. Acte qui sera suivi de la signature d'un traité d'amitié entre les deux pays le 8 mai 1970. Au plan économique, la coopération est également au beau fixe. À fin 2015, les échanges globaux entre les deux pays se sont élevés à plus de 286 milliards. 91% de ce montant représente la part des exportations ivoiriennes. Mais il y a bien mieux, la Côte d'Ivoire et le Ghana règnent sur la production mondiale de cacao, avec 60% de parts cumulées. Et pour mieux profiter de ce leadership, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait cette proposition à son homologue ghanéen récemment. Aujourd'hui, le paysan ivoirien, le planteur, a donc 1000 francs le kilo de cacao, ce qui ne s'est jamais produit en Côte d'Ivoire. Et du coup, la production ivoirienne aujourd'hui à 1 800 000 tonnes, 40% de la production mondiale. Le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent ensemble plus de 60% de la production mondiale. Peut-être que, Monsieur le Président, si nous arrivons à faire du beurre et de la pâte de cacao, nous pourrons créer un genre d'OPEP chocolatier. Mais reste le litige sur la délimitation de la frontière maritime survenue en septembre 2014. Si les deux parties attendent le verdict du tribunal international du droit de la mer prévu en 2017, elles n'écartent pas pour autant la possibilité d'un règlement amiable. Nul doute que ce sujet sera au cœur du huis clos prévu entre les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama le mercredi 1er juin au palais présidentiel. Voilà, le Ghana et la Côte d'Ivoire, deux pays amis, en témoigne d'ailleurs la forte communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. Plus d'1 million de Ghanéens y sont intégrés. Nos reporters Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué sont allés à la rencontre de cette communauté. Pour avoir vécu 55 ans durant en Côte d'Ivoire, Aladji Issa Balarabe est aujourd'hui le père de la communauté ghanéenne. Si les photos souvenirs accrochées au mur de son bureau en attestent, son témoignage sur les relations fraternelles qui lient son pays d'origine à celui qui l'accueille est encore plus édifiant. Ici, à Abidjan, façon de vivre en Ghana, il n'y a pas de problème, c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Avec les Ivoiriens, on a même frère, même papa, même maman. Autre témoignage, celui du chef suprême de la communauté ghanéenne en Côte d'Ivoire, Nana Apia. Fort de ses 33 ans de vie en Côte d'Ivoire, Nana entend contribuer à la réussite de la visite officielle de son président en Côte d'Ivoire. Il a donc confié la mobilisation de ses 1 500 000 compatriotes à Aladji Sourajou. Ce dernier l'avait réussi en 1997 lors d'une précédente visite officielle d'un chef d'État ghanéen en Côte d'Ivoire. Un moment mémorable qu'il prend plaisir à compter. Cette visite, on a vécu un peu avec le président Houphouët-Boigny. Quand on est venu en Côte d'Ivoire, on a vu plusieurs visites des chefs d'État français, même ils sont venus ici, on a vu ça. Mais on n'a pas eu une mobilisation, pas seulement que ghanéenne, mais une mobilisation autour de la Côte d'Ivoire, uniquement abidjanaise, pour accueillir le président Rawlings avec le président Bédié à ce temps. Parce que à l'aéroport, jusqu'à la présidence, sous la Guinée-Bissau, il y a de fortes communautés qui a de l'air pinasse, avec couleur ivoiro-ghanéenne, des drapeaux. Tout le monde voulait voir le président Rawlings. Donc c'était vraiment une grande chose. Aladji Sourajou est à la tâche. Il multiplie les réunions avec les représentants communaux des communautés ghanéennes du district d'Abidjan. Question pour lui de rééditer l'exploit de 1997, sinon faire mieux. Voilà, le reportage de Mahama Traoré était commenté pour vous par Thomas Gessambi. Le prochain sommet de la CEDEAO à Dakar se prépare. Le Nigeria a dépêché un émissaire en Côte d'Ivoire. C'est un diplomate. Il était porteur d'un message du président nigérian Mahamadou Bouhari à son homologue ivoirien. On en sait plus avec Mahamadou Traoré et Abiba Dambélé Saoué. La lutte contre le terrorisme, la crise politique en Guinée-Bissau ou encore l'évolution de la situation sécuritaire dans le Nord Mali
Ce sont autant de sujets qui seront au cœur du prochain sommet des chefs d'État de la CEDEAO et de l'UEMOA à Dakar les 4 et 5 juin prochains. Des sujets sensibles qui en appellent à une concertation préalable des 2 leaders économiques de la sous-région que sont le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Baba Kiningbe, diplomate nigérien, a ainsi été dépêché à Abidjan par le président Muhammadu Buhari pour rencontrer son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Comme vous le savez, il y a un sommet de la CEDEAO prévu pour Dakar. Avant d'y aller, il voit que c'est important de se consulter. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire s'entendent tellement très bien et qui estiment l'un et l'autre. Cette rencontre fait suite à la réunion sur la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA qui s'est tenue le 27 mai dernier à Abidjan, réunion qui a déterminé un plan d'action au chef d'État visant à renforcer la sécurité et à accélérer l'intégration dans la sous-région. C'est une association de bienfaisance. Elle œuvre en Côte d'Ivoire depuis bientôt 40 ans. C'est l'association libanaise El Zahra. Elle vient de bénéficier de l'appui de la première dame, Dominique Ouattara. Elle a offert plusieurs millions de francs CFA pour soutenir les activités de l'association. Mahama Traoré, Abiba Dambélé. C'est un véritable échange de bons procédés entre la première dame de Côte d'Ivoire et l'association féminine libanaise de bienfaisance El Zahra. Une organisation caritative qui a toujours soutenu financièrement la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Renvoyant l'ascenseur, Dominique Ouattara a fait don de 5 millions de francs à ses sœurs libanaises de l'association El Zahra en guise de contribution à leurs prochaines actions sociales. Je vous remercie d'avoir répondu présente à notre appel, Madame Dominique Ouattara. Une dame au grand cœur, pleine d'humanité et de simplicité, luttant sans cesse en faveur des enfants du continent et célèbre à travers sa fondation Children of Africa. Les fonds récoltés lors de ce déjeuner sont destinés à 4 structures que sont la maternité ivoiro-libanaise, l'orphelinat de Benjerville, le village SOS d'Abobo et la case des enfants du plateau. Cette dynamique humanitaire vaut à l'association féminine libanaise de bienfaisance El Zahra les hommages de la première dame. Je voudrais ici vous rendre un vibrant hommage pour l'œuvre humanitaire majeure que vous accomplissez depuis la création de l'association en octobre 1977. Cela fait maintenant 39 ans que vous agissez en faveur du bien-être des plus démunis, en tendant une main généreuse à vos frères et sœurs en détresse, sans distinction de race, de couleur ou de religion. Votre action est remarquable, tant dans le fait qu'elle s'inscrit dans la durée que parce qu'elle touche différents domaines d'intervention. L'aide à l'enfance et à la scolarisation, l'assistance maternelle, la santé, l'assistance aux personnes handicapées, ainsi que diverses autres actions sociales menées en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Vous êtes un exemple admirable de solidarité, d'humanité et de fraternité. L'alliance est donc scellée entre la fondation Children of Africa et l'association féminine libanaise de bienfaisance El Zahra, une alliance au service des plus démunis. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi le Discope Africa Abidjan. La 2e édition du marché de l'audiovisuel a débuté aujourd'hui. C'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a donné le top départ des activités. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, y était aussi. Le thème retenu, la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique. Cette première journée a été marquée par des conférences et ateliers. Christelle Menant, Franck Wadio. Pour cette 2e édition de Discope Africa en Côte d'Ivoire, nous allons accueillir plus de 1000 participants et 450 sociétés en provenance de près de 60 pays. Discope Africa à Abidjan est devenu un vrai et grand rendez-vous des professionnels de la télévision. Une cérémonie d'ouverture généreusement brodée de personnalités de Côte d'Ivoire, de la sous-région et du Maroc, toutes conscientes du caractère très stratégique de l'industrie audiovisuelle dans l'économie d'un pays. La problématique de la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique est plus que d'actualité. Au regard de l'impact de plus en plus grandissant
que l'audiovisuel exerce au quotidien sur nos vies et de son poids dans la croissance économique des nations. Président de la cérémonie, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a félicité la ministre de la Communication. L'ambition d'Efoussiata Bambalamine d'institutionnaliser le Discope Abidjan se concrétise. La valeur des transactions dans le secteur de la distribution de contenu audiovisuel est estimée à environ, pour l'Afrique francophone, 80 milliards de francs CFA. Et la valeur donc des transactions initiées pendant le Discope Abidjan en 2015 s'élève, Monsieur le Premier ministre, à 65 milliards de francs CFA. Ce n'est pas rien. À ces 65 milliards de francs CFA de transactions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, s'ajoutent les retombées économiques et les recettes fiscales, estimées à environ 360 millions de francs CFA, qui ont été générés par un tourisme dit d'affaires des exposants et visiteurs présents à la première édition du Discope Abidjan 2015. J'ai la ferme conviction que le monde entier entendra de plus en plus parler du Discope Africa Abidjan. C'est sur cette note d'espoir et avec tous mes vœux de succès que je déclare au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, ouverte la deuxième édition du Discope Abidjan. Quelle place pour l'industrie audiovisuelle dans le processus de l'émergence de l'Afrique? Première conférence débat axée en filigrane sur le thème du Discope et une lucarne sur les enjeux du numérique pour l'Afrique. Et pour le développement de l'audiovisuel, il y a nécessité d'améliorer le contenu. La TNT par exemple, plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire ont entamé le processus de basculement. Il y aurait 10 nouvelles chaînes. 10 nouvelles chaînes veut dire des contenus nouveaux, des contenus diversifiés. Le basculement vers la TNT, la libéralisation de l'espace audiovisuel, autant de préoccupations relevées lors des discussions, mais pour le directeur général de la RTI, l'organe fera face aux différents défis. Au niveau des marchés comme le Discope, effectivement, c'est un marché où nous venons acheter des programmes. C'est une bonne chose pour nous d'avoir une diversité de producteurs qui viennent nous proposer des contenus, en plus de ceux que nous avons avec les producteurs locaux. Et c'est également, enfin pour nous, je terminerai dessus, l'occasion de commercialiser nos contenus, parce que nous pensons que les contenus ivoiriens peuvent plaire également dans d'autres endroits du monde. On l'a connu sur le petit écran, Bola Obayomi, second rôle malfaisant dans la série sud-africaine à succès, Jacob Cross, Fabian Adeoye Lodjede, acteur nigérien, est à Abidjan dans le cadre du Discope 2016. À ses côtés, Guy Kalou, acteur ivoirien. Ils sont venus partager leur expérience avec les cinéphiles et professionnels du secteur. Nous sommes heureux de partager ces instants. Nous avons beaucoup échangé sur ce beau métier, le cinéma. Si nous voulons faire évoluer le cinéma ivoirien, il faut parler des histoires ivoiriennes, mais dans un moule qui correspond à des normes internationales. Ces masterclass échangent pour cerner le contour du métier d'acteur sur son volet dynamique. Vraiment un partage d'expérience, donner quelques conseils à ces jeunes étudiants. Étudiants et acteurs disent avoir beaucoup appris. Voilà, c'était l'instant Discope Africa Abidjan, la deuxième édition du marché de l'audiovisuel qui a débuté aujourd'hui et on en reparlera dans nos prochaines éditions. Nous partons maintenant pour le palais de justice, précisément à la cour d'assises où l'ex-première dame Simone Gbagbo a comparu aujourd'hui. L'épouse de l'ancien président ivoirien est poursuivie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'audience débutée aujourd'hui même a été suspendue pour reprendre demain matin. Explication Gabriel Zani. Elle comparait une fois de plus devant la cour d'assises d'Abidjan. Mais cette fois, Simone Gbagbo est inculpée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Aussitôt installée, la cour entame la lecture des faits retenus contre elle. Ensuite, il s'ensuit un long débat judiciaire à coups d'articles tirés du code pénal. La défense pose un préalable. Le débat de fond, c'est simple. Nous disons que c'est vrai, vous êtes saisi pour juger Mme Gbagbo. Vous êtes saisi pour dire si Mme Gbagbo est coupable de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Mais ces faits-là, les faits que vous visez, ont été commis mais bien longtemps, 4 ans avant que la loi n'entre en vigueur. Donc aujourd'hui, la question que nous posons, c'est celle-là. C'est de dire que non, on ne peut pas la juger pour une infraction qui vient à peine d'être créée.
la loi ne peut rétroagir. Pour la partie civile et le procureur général, Simone Gbagbo doit être jugé, même si les appellations crimes contre l'humanité et crimes de guerre n'étaient pas mentionnées dans les anciens textes réécrits en 2015. Les questions préalables ont été purgées par l'arrêt de la chambre d'accusation. À partir du moment où ils ont fait un pourvoi devant la Cour suprême, qui a rendu un arrêt de rejet, d'irrecevabilité plutôt, ils sont allés en rétractation devant la même Cour suprême qui a rejeté leur requête. Le juge n'a fait qu'appliquer le droit. Après de longues heures de discussion, la Cour finit par trancher. La procédure enclenchée contre Simone Gbagbo suivra son cours. Simone Gbagbo, faut-il le rappeler, avait été déjà condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public, le 10 mars 2015. À Bouna, l'heure est à la paix et à la cohésion sociale. Les affrontements intercommunautaires ne sont plus qu'un vieux souvenir. L'appel à l'unité et à la réconciliation lancé par le président Ouattara en visite dans la région a été entendu. Les populations ont repris leurs activités et autochtones, allogènes, vivent en parfaite harmonie, comme nous l'explique Eugène Atoubé. La ville de Bouna aujourd'hui. Rien à première vue n'indique que 2 mois plus tôt, cette ville a connu des affrontements intercommunautaires. Si ce n'est ce camp de déplacés qui d'ailleurs se vide de ses occupants au fil des jours. Les populations s'en félicitent et entretiennent l'espoir d'un retour au vivre ensemble à Bouna. Si les fils de la région le veulent bien, le retour à la paix est possible dans la région du Bounkané. Lundi, le préfet de la région du Bounkané a reçu des membres du cabinet du médiateur de la République à Bouna. Ngolo Coulibaly y est attendu pour le règlement pacifique de ce conflit, avec pour enjeu ramener la cohésion sociale et la paix entre les 2 communautés, Lobi et Koulango. Sa visite serait la bienvenue. Pourquoi? Ça lui donnera peut-être l'occasion, après tout ce qui s'est passé, de recueillir quand même les avancées de tout ce long parcours, de rencontrer ne serait-ce que les cadres, de rencontrer les différentes communautés pour nous aider à sortir. Un dernier point sur la situation dans le Bounkané pour un retour définitif au vivre ensemble. Avec la visite à Bouna il y a 1 mois du président Alassane Ouattara et dans les jours à venir celle du médiateur de la République, Bouna réécrit une nouvelle page de son histoire. La Côte d'Ivoire et la Guinée renforcent leur coopération militaire. Une réunion vient de se tenir à Abidjan entre le ministre ivoirien chargé de la Défense et son homologue de la République de Guinée. Objectif, établir un projet d'accord de défense militaire et technique qui sera soumis aux 2 gouvernements. Et les 2 pays se sont aussi engagés à unir leurs forces pour lutter contre le terrorisme transfrontalier. Abou Sanogo. Cette rencontre a eu pour objectif d'établir un projet d'accord de coopération militaire et technique entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Les échanges ont porté sur 5 points. Le projet de coopération militaire entre les 2 pays, le renseignement extérieur, l'action de l'État en mer, la sécurisation des 2 frontières et l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de réforme du secteur de la sécurité. Ainsi, après un examen du projet proposé par les 2 ministres, les experts ont abouti à un document consensuel qui s'articule autour de la création d'un cadre permanent de concertation et de veille antiterroriste, l'échange de renseignements et sa protection, puis ont proposé. Sur le renseignement extérieur, impliquer les communautés aux frontières à travers un cadre d'échange civilo-militaire. Signer un mémorandum d'entente entre les services de renseignement ivoiriens et guinéens. Renforcer l'échange et le partage d'informations en matière de sécurité et de sûreté maritime. Instituer des patrouilles conjointes aux frontières. Les 2 ministres ont insisté sur le besoin d'agir ensemble pour faire face aux menaces sécuritaires de la sous-région. Qu'à la suite de vos travaux, les conditions seront renforcées pour une meilleure circulation des informations entre nos services, nos 2 pays et dans l'ère CEDEAO pour prévenir et traquer le crime, les criminels et les terroristes. La Côte d'Ivoire et la Guinée partagent les mêmes préoccupations sécuritaires liées au terrorisme, à la sûreté et à la sécurité maritime. Une bonne coopération dans ces différents domaines, à travers la mise en œuvre des recommandations qui viennent d'être exposées, vont nous permettre de faire de réels progrès face à ces défis.
Un comité de suivi de la mise en œuvre de ces décisions a été mis en place. Il est composé des représentants des deux pays. Nous sommes le 31 mai aujourd'hui, c'est la journée mondiale anti-tabac. La cigarette, sachez-le, tue 6 millions de personnes par an dans le monde, selon l'OMS. En Côte d'Ivoire, on enregistre 5000 décès par an à cause du tabagisme. Alors, comment changer la donne? Le directeur coordonnateur de lutte contre le tabac tire la sonnette d'alarme à l'occasion de cette journée. Il plaide en faveur de politiques efficaces pour la réduction de la consommation de la cigarette. Ami Sissoko. Effet de mode, sensation de bien-être ou soucis, autant de raisons qui poussent les jeunes à s'adonner à la cigarette. Souvent tu travailles, le travail est dur, tu vois que même tu n'as rien, le travail n'arrive pas à t'apporter ce que tu veux. Toute cette colère qui est en toi, au fond de toi, tu es obligé de fumer pour oublier tes problèmes. Selon la direction du programme national de lutte contre le tabagisme, la prévalence au tabagisme est de 14,6%, dont près de 20% de jeunes. Chaque année, 5000 décès sont enregistrés, ce qui fait du tabagisme un problème de santé publique. J'ai arrêté parce que quand tu fumes, tu as l'impression que tu t'essouffles vite. La fumée de la cigarette contient plus de 4000 substances chimiques qui sont néfastes pour la santé. La dépendance aujourd'hui est classée comme une maladie au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Ensuite, il y a les maladies cardiovasculaires. Il y a les maladies respiratoires, les cancers de la gorge. On ne peut pas s'arrêter et définir toute la liste de maladies que le tabac peut causer. Les fumeurs ne sont pas les seuls à être exposés aux dangers du tabagisme. Leur entourage n'est pas épargné. Quand les gars fument auprès de moi, sincèrement ça me gêne, mais je ne peux pas trop parce que c'est mon commerce. Par rapport à la santé, je sais que je suis vraiment exposé. Si je fume tout à l'heure, je peux dire que je suis exposé une fois. Alors, la fumée qui sort du bout de la cigarette, c'est ça qui est la fumée environnementale. On contient 10 fois plus de substances que ce que moi, j'avale. Conscient des méfaits du tabac, le gouvernement entreprend plusieurs actions, campagnes de sensibilisation, accompagnements médicaux pour aider les fumeurs et autres. Il faut renforcer le cadre législatif et réglementaire. Il y a la sensibilisation de masse. Il faut donner l'information à la population, à la jeunesse, surtout la jeunesse qui est la frange de la population la plus vulnérable. Il faut leur dire que fumer tue. Malgré toutes mesures et actions de prévention, le tabagisme continue de faire des ravages et de coûter des frais à l'État. Ce sont 24 milliards de francs CFA par an qui doivent être dépensés par la Côte d'Ivoire si elle devrait prendre en charge toutes les maladies induites au tabagisme, selon la direction du programme national de lutte contre le tabagisme. En 2014, le gouvernement a adopté un projet de loi anti-tabac. Son but, protéger la population. Et ajouter que sur les 6 millions de décès par an dans le monde à cause de la cigarette, la Chine enregistre à elle seule 1 million de morts. Ce pays est le plus gros consommateur, mais aussi le plus gros producteur de tabac au monde. Ici à Abidjan, les membres du réseau de solidarité et de fraternité de la commune de Port-Bouët, c'est à Abidjan, veulent sauver des vies. Ils étaient nombreux ce week-end à donner leur sang, un geste pour venir en aide à des malades qui ont besoin de sang dans nos hôpitaux. Doigt des lasers. Une poche de sang pour sauver une vie. Ce liquide précieux, le réseau de solidarité et de fraternité, RESOF de la commune de Port-Bouët, veut l'offrir gratuitement à de nombreux malades qui souffrent du manque de sang dans les hôpitaux et cliniques en Côte d'Ivoire. Selon le président de cette organisation, tout Ivoirien doit donner un peu de son sang afin de satisfaire la demande qui est estimée à plus de 9000 poches de sang par an. Lorsqu'il y a une collecte de sang quelque part, se sentir concerné. Parce que c'est lorsqu'on est devant la situation de manque de sang, lorsqu'on a un malade, on a un blessé, qu'on se rend compte que le sang est important pour tout le monde. Donc nous demandons à toutes les associations qui le peuvent d'organiser des séances de collecte de sang dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donner son sang, un geste simple qui sauve,
Message bien perçu par les membres du RESOF. Mon petit frère qui était agressé une fois, j'avais du sang. Donc j'ai vu vraiment que oui, les dons, le sang, sauvent vraiment les êtres humains. Donc c'est pour ça que je viens de donner mon sang se battre. Nous avons des enfants qui sont anémiés, souvent des femmes à l'accouchement qui ont du sang, tout et tout. Donc on est obligé de faire ce geste-là pour sauver des vies. On n'a pas besoin de la religion, mais des tinis. C'est une affaire de sang, c'est un bon geste, c'est tout. Plus de 200 poches de sang ont été collectées par le Centre national de transfusion sanguine au cours de cette opération du don de sang, initiée par le RESOF, Réseau de solidarité et de fraternité de la commune de Port-Boué. Voilà, je vous livre à nouveau ce communiqué de la présidence de la République dans le cadre du processus d'élaboration d'une nouvelle constitution. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 31 mai 2016 à la mise en place d'un comité d'experts. Ce comité d'experts composé de spécialistes du droit est chargé de lui faire des propositions dans un délai d'1 mois. Il comprend M. Ouraga Obou Boniface, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques, président du comité d'experts. M. Aka Joseph, docteur en droit public. M. Sissé Ibrahim Bakongo, docteur en droit privé, conseiller spécial à la présidence de la République, chargé des affaires juridiques et institutionnelles, commissaire du président de la République. M. Diomandé Aboubaka Sidiki, docteur en droit public. M. Kambile Sansan, magistrat, garde des Sceaux, ministre de la Justice, commissaire du président de la République. M. Kobo Pierre Claver, professeur agrégé de droit public et de sciences politiques. Mme Kofi Annick, docteur en droit public. Mme Kone Assata, épouse Silué, docteur en droit privé. M. Meleg Guedro, professeur agrégé des facultés de droit, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques. Mme Tano Yolande, professeur agrégé de droit privé. Dans l'intervalle, le chef de l'État entreprendra une série de consultations avec l'opposition politique, la Chambre des rois et chefs traditionnels, les chefs religieux et les représentants de la société civile pour recueillir leurs contributions. Les résultats de ces consultations seront transmis au comité d'experts en vue de proposer au président de la République un texte à soumettre à référendum pour doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, Hamza Diaby prendra le relais pour un nouveau journal. Et demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Goué dans mon bureau.